Chers membres, chers amis de l'UFE, Monsieur Jaconien, vous êtes indiscipliné. Bien, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre de notre nouvelle activité qui est UFE Go Business. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un thème d'actualité porteur d'avenir, qui est l'intelligence artificielle, sur les opportunités, les défis et les perspectives que l'intelligence artificielle offre à nos entreprises, à nos métiers, à notre société et à nous-mêmes. Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement Madame la Consul Générale Adjointe pour sa présence. Merci. Madame la Conseillère des Français de l'étranger, merci. Ainsi que chacun de vous, membres et participants, pour votre engagement et d'être présent à ce rendez-vous qui marque une étape importante dans la dynamique de UFE Go Business. J'insiste sur UFE Go Business. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir M. Amarcy, dont l'expertise éclairera nos réflexions sur ce sujet majeur et porteur d'avenir. Bref, ce 85%, il est important à comprendre. Pourquoi il est important à comprendre? Parce que 80% de moins de 20 ans, dans 10 ans, ils auront 30 ans. Et le monde va changer à une vitesse complètement folle. Vous avez peut-être entendu le procès aux États-Unis contre ChatGPT parce qu'un adolescent s'est suicidé. Alors évidemment, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, on va stigmatiser l'IA, à tort ou à raison, je ne sais pas, en l'occurrence c'est la justice qui le dira, mais dans les faits, on attend de l'IA, de la technologie en général, une certitude beaucoup plus élevée que l'erreur des humains. Combien de psys ont mal fait leur boulot? On ne sait pas. Vous voyez? Et comment? Ben, je ne parle pas pour moi, moi j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Vous voyez, donc ça c'est pas évident, et vous allez voir que c'est au cœur d'une des différences de projection qu'on peut avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et pour commencer, j'adore cette phrase d'Alvin Toffler qui dit que les illettrés du XXe siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Apprendre, nous l'avons tous fait. Réapprendre, nous le faisons continuellement. Les outils changent, les marchés changent, les comportements changent, les possibilités changent, le langage change également. Et on s'adapte, on apprend, on apprend, on apprend. Mais on apprend sans remettre en cause ce que nous savons, sans remettre en cause ce que nous faisons. L'IA, même si elle a plein de défauts, et je vous parlerai des défauts, parce qu'on en a beaucoup, il faut les connaître, eh bien, elle est capable de faire des choses qui sont totalement inaccessibles à nos chers neurones naturels. Inaccessibles. Alors, en regard, il y a des choses très simples que nous faisons qu'elle est absolument incapable de faire. Souvent, on la voit comme un reflet de l'humain. Ce n'est pas du tout le reflet de l'humain. Ce ne sont que des probabilités. Que des probabilités. Ce n'est pas déterministe. Ce n'est qu'une probabilité. Bref, si je fais abstraction de cette dimension anthropomorphique, si je sais ce que c'est, et je vous l'ai dit, elle permet de faire des choses qui sont inaccessibles pour nous, si je veux en profiter, il va falloir que je désapprenne. Je donne un exemple très concret. Quand vous demandez à quelqu'un des idées, vous lui en demandez combien? 2, 3. On est dans l'espoir d'en avoir une. Avec l'IA, demander 2, 3 idées, ça n'a aucun sens. Vous pouvez lui en demander 100, 200, 300. C'est la même chose. Mais si vous l'utilisez juste en lui demandant 2, 3 idées, la probabilité que vous ayez un trésor dans ces 2, 3 idées est très faible. La probabilité d'en trouver un dans 100, elle est beaucoup plus forte. Et vous voyez, il faut dépasser nos habitudes, dépasser, encore une fois cet exemple est trivial, il faut dépasser. Un autre point qui est important dans la façon dont on utilise l'IA, si vous l'utilisez que par rapport à ce que vous êtes capable de faire, la valeur elle est nulle, ça n'apporte rien. Alors je suis assez catégorique dans ce que je suis en train de dire, vous allez me dire, mais pas du tout. Moi ça me permet d'aller beaucoup plus vite, de gagner en productivité. Ok, très bien. Mais si tout le monde fait que faire de la productivité, sans rien d'autre, il se passe quoi? L'IA, elle fait votre job. Parce que vous faites tout comme ça. Vous n'avez plus besoin de nous, on n'a pas besoin de vous. Si par contre, vous utilisez l'IA pour dépasser ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, changer la donne, dépasser nos capacités, aller plus loin. Certes, vous pouvez vous débarrasser des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur.
Vous gagnez du temps, mais ce temps, au lieu de regarder TikTok, vous allez l'utiliser à développer vos capacités. Et bien là, tout d'un coup, ça change. C'est valable à titre individuel et c'est valable pour les entreprises, ce que je suis en train de dire. La productivité, si tout le monde l'a fait, puisque c'est accessible absolument à tout le monde, ça ne donne aucune différenciation de compétition demain. Si vous êtes capable de développer une autre proposition de valeur, c'est ça qui va faire votre différenciation. C'est important de comprendre ça. Et au regard de ça, il faut savoir que l'IA, c'est aussi tout ça aujourd'hui. Alors quand je dis tout ça, ce sont des contenus. Fake ou pas fake, attention, vous allez un peu vite. La photo du baiser à gauche, moi je ne sais pas, j'y étais pas. Vrai ou pas vrai? On ne sait pas. Alors évidemment, là, c'est une IA qui l'a fait. Les vidéos que vous avez tout autour, c'est aussi une IA qui l'a fait. C'est un groupe d'activistes américains qui s'appelle The Door Brothers. Et ils utilisent l'IA pour faire des vidéos pour dénoncer un certain nombre de travers de la société selon eux. Par exemple, le 26 février 2025, vous savez ce qui s'est passé? Pourtant, une bonne partie d'entre vous, vous avez dû le voir. Mark Zuckerberg, que vous voyez ici, a décidé d'enlever les filtres sur la violence dans Facebook et Instagram. Pourquoi? La violence, c'est addictif. Plus c'est addictif, plus je passe de temps. Plus je passe de temps, plus il y a de publicité. Plus il y a de publicité, plus il gagne d'argent. Donc ils ont fait cette vidéo pour le dénoncer. Là, vous avez une vidéo qui dénonce le business des influenceurs. Alors c'est une vidéo 100% faite avec de l'IA. Je vous la passe. Just occurred on the outer ring of the city. We'll now be going live to our top influencer opinion. OMG, people, the world is ending. Are you seeing this? This is actually so exciting. So, I know it's chaos, but you got real survivor's wife energy. That's cool. I like them feisty. Like, it would totally be better if we ran it, you know? Men literally destroy everything, and my girls need to stop being so soft with these basic losers. Ces personnes n'existent pas, elles sont créées totalement artificiellement. On n'est pas parti de quelqu'un pour faire ça, on les a créées. Dans la même veine, vous avez ici une chaîne de télé 100% IA. C'est-à-dire que la personne que vous êtes en train de voir ici n'existe pas. C'est un avatar. Ils vont chercher de l'information un peu partout dans le monde, ils traduisent en américain, c'est une chaîne américaine, en direct. S'ils n'ont pas de contenu, vous avez vu au travers des images ou des vidéos qu'on peut le fabriquer dynamiquement. Donc on peut vous dire que vous racontez à peu près ce que vous voulez. Et que c'est très crédible puisqu'on est dans un média qui est diffusé à la télévision. Vous avez ici Jade. Vous voyez, le 20 avril 2023, c'est son premier jour de travail. Elle présente la météo sur une chaîne de télé suisse qui s'appelle Aime le Média. Si je vous en parle, évidemment, c'est que c'est un avatar. C'est pas une personne humaine. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette chaîne suisse a décidé ça. La personne qui présentait la météo a démissionné. Ils ont repassé l'annonce aux mêmes conditions salariales. Ils ne trouvaient personne. Ils se sont dit, allez, on y va. On prend un avatar IA. Alors, ils n'ont pas pris n'importe quel avatar. En l'occurrence, ils ont pris n'importe quel avatar parce que c'est un avatar que n'importe qui dans la salle pourrait utiliser. C'est avec un outil qui s'appelle Synthesia. Ce qui fait que présenter la météo, ça leur coûte à peu près 2 000 € par an. Oui. Est-ce que les téléspectateurs apprécient, d'après vous? C'est dit que c'est de l'IA. Ils sont transparents, heureusement. D'après vous? Ils l'adorent, Jade. Elle est souriante, elle est pétillante, elle parle bien. Ils adorent Jade. Je vous rappelle, 85% des moins de 20 ans sont prêts à tomber amoureux. Donc c'est pareil là. Dans la musique, c'est exactement le même système qui est en train de se passer. En dessous, vous avez un groupe de K-pop. Combien d'entre vous dansez le soir sur la musique K-pop? Ah, il y en a qui... Pourquoi pas? Alors, le groupe que vous voyez, Korean Pop, pour ceux qui ne connaissent pas. Le groupe que vous voyez ici sont 3 IA. Elles ont chacune leur caractère, leur singularité. Elles donnent des interviews à des journaux et autres. Elles participent à des shows télé, elles donnent des concerts, elles ont un succès fou. Alors évidemment, la productrice ou le producteur sont ravis de ce succès. Sachez qu'aujourd'hui, la musique elle est en train de changer à une vitesse complètement folle. Si vous utilisez Spotify, Deezer, Apple Music et ainsi de suite, aujourd'hui, il y a 30% des nouveaux morceaux de musique qui ont été mis sur ces plateformes qui a été fabriqués par de l'IA. 30%. Alors officiellement, ils luttent contre ça. Officieusement, c'est plus compliqué parce qu'ils ont monté leur propre maison de production qui fabrique de la musique par IA.
Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire la différence? Qui dit oui? On va faire un test tout à l'heure. Moi, je dis jamais, jamais. Ah, déjà pour l'instant et jamais, c'est pas la même chose. Je pense pas, mais on verra. Et là, je vais vous montrer des technologies qui sont utilisées à titre professionnel. Ce que vous allez voir ici. Bonjour à tous, Stéphane Amarty. Je suis spécialiste dans l'intersection de l'intelligence artificielle et de la transformation. Eh ben oui, mais c'est pas moi. C'est mon avatar. Réveiller la conscience des dirigeants face à l'urgence d'agir. Ah oui. Là, je parle afrikaners, écoutez. Een pionier in die kruising van kunstmatige intelligentie en samenleving. Ah ouais. C'est pas moi. Moi, je parle pas afrikaners du tout. Wakker te maken via die dringendheid om in hier die Et revolutie. si vous écoutez, je vais me mettre à parler coréen. 인공지능과 사회 변혁 우위 교차점을 개척한. Là, c'est du coréen. Et c'est tellement bien fait qu'un coréen peut lire ce élève. 이러한 혁명에 동참하는 것. Donc ça, c'est une IA qui s'appelle HYGEN, H-Y-G-E-N. Et là, vous avez compris que c'est préenregistré. J'ai fait une vidéo de 40 secondes. Et avec ces 40 secondes, l'IA m'a modélisé. Et maintenant, je peux lui faire dire n'importe quoi, celui-là. Ben non, c'est pas interactif. Et c'était fait avec 40 secondes. Depuis 2 semaines, vous fabriquez celle-là, juste avec une photo. C'est les futurs en systémie et aussi l'intelligence. Et je peux lui dire, sois plus ou moins souriant, écarte plus ou moins la bouche, fais ce que tu veux, joue avec tes mains, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que lui aussi, c'était préenregistré. Par contre, celui du dessous, là, je peux discuter directement avec lui de n'importe quoi. Alors, pour vous donner une idée, ça, c'est le tout début. Ça coûtait 15 000 $ il y a 6 mois. Ça coûte 50 € par mois aujourd'hui. Alors, c'est plein de défauts. Oui, bien sûr. Là, j'ai pas le temps de vous le montrer, malheureusement. Et en plus, je peux lui donner une langue particulière. Je peux aussi lui donner une base de connaissances particulière. Aucun problème. Il peut être prof de langue, il peut être ceci, il peut être cela, aucun problème. Et il va faire que ça. Alors aujourd'hui, vous allez voir, si vous le faites, il y a encore des défauts. Mais au passage, j'en profite pour vous expliquer une chose qui est importante. Ne vous arrêtez pas aux défauts d'aujourd'hui de l'IA. Regardez la vitesse d'évolution. Je vais le redire tout à l'heure. Je le dis de façon très claire. Si vous voulez utiliser l'IA dans vos entreprises, ne mettez pas de l'IA avec une vision d'aujourd'hui. Ça ne sert strictement à rien. Pensez à mettre l'IA avec une vision de dans 2 ans ce que ça sera. Sinon, vous aurez tout le temps du retard. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Petit quiz pour vous. Qu'est-ce que c'est que 123 500 000 ? Non, on commence par 123 500 000, celui du haut. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre d'abonnés payants à ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que plus de 800 millions ? Le nombre d'utilisateurs distincts en une semaine. Et qu'est-ce que c'est que 2,5 milliards ? Non, c'est le nombre de prompts par jour. Un prompt, c'est quand on demande quelque chose à l'IA. En décembre 2024, c'était 1 milliard. Là, c'est les chiffres à fin juin. Qu'est-ce que c'est que 45%? C'est le nombre de Français qui déclarent utiliser au moins une fois de l'IA. Alors des fois, c'est juste pour faire une petite image débile, mais c'est l'usage. 31%, c'est les plus de 35 ans. 63%, c'est les 25-35. 85%, c'est les moins de 25 ans. Ah ben oui, il l'utilise pour tout. Il l'utilise pour tout. Je vais vous montrer les usages tout à l'heure. Alors vous comprenez mieux pourquoi ça s'appelle cette intervention. Il vaut mieux s'occuper du changement qu'il s'occupe de vous. Et c'est mon mantra au passage. Moi, tous les matins, quand je me lève, je pense à ça. Et pour vous expliquer qui vous parle aujourd'hui, eh bien, en effet, je m'appelle Stéphane Amarty. Moi, je suis un économiste et un mathématicien de formation. Et je suis un chef d'entreprise aussi depuis pas mal de temps, puisque j'ai créé ma première entreprise en 2001, spécialisée sur les métiers de la modélisation mathématique à partir des données des entreprises. Avec un positionnement particulier, on ne faisait, parce que j'aime les défis, que ce que les entreprises n'arrivaient pas à faire. Et on a commencé à travailler à l'international,
Et j'ai eu des filiales à droite à gauche, des fois avec succès, des fois insuccès. Par exemple, aux États-Unis, ça n'a pas du tout marché, mais au Canada, ça a marché. Sur l'Afrique, ça a fonctionné. Au Moyen-Orient, ça a fonctionné. En Europe aussi. La Russie, pendant 5 ans, puis après double dévaluation du rouble, en 3 mois, il n'y avait plus rien. Et j'ai eu une filiale au Maroc, à Casa. Et ce qui m'a amené à travailler avec pas mal de banques, comme Attijari Wafa Bank, par exemple, les opérateurs télécoms, RMA, SAM Assurance, et ainsi de suite. Et arrive 2016. 2016, j'ai 65 personnes, dont 50 mathématiciens. Et c'est la première fois qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle à des fins opérationnelles. Avant, c'était pas suffisamment rentable, ça coûtait trop cher, et ainsi de suite. Et là, en tant que chef d'entreprise, je me suis dit, il faut absolument que tu réfléchisses à l'impact de ces technologies sur le futur de ton entreprise. J'ai imaginé 8 futurs différents. Point commun, dans les 8 futurs, mon entreprise disparaissait. Tout le temps. Je ne savais pas dire si c'était dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais j'étais sûr qu'elle disparaissait. Et là, je me suis dit, si c'est ça le futur, je vais être le premier acteur prêt pour ce futur plutôt que d'attendre ma belle mort. Et j'ai imaginé une autre façon de faire du marketing à partir des données. C'est ce que j'ai appelé l'individuation marketing. C'est simple. Un client, une histoire. 1 million de clients, 1 million d'histoires. Ça veut dire que maintenant, on ne peut pas faire ça parce que nous, on n'est pas capable de prendre 3 décisions à la fois. Là, c'est des milliards de décisions qu'il faut prendre tous les jours pour aller toucher la singularité de chaque personne. Là, ce que je suis en train de faire, moi, par image, c'est un compromis. Je ne connais pas. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu qui tourne entre les uns et les autres pour essayer de toucher tout le monde. Imaginez maintenant que j'accède aux dons d'ubiquité. Je sois en face de chacun d'entre vous. Je sais ce que vous savez, ce que vous n'avez pas, ce dont vous aimeriez parler. Évidemment, l'expérience que vous pourriez vivre serait nettement supérieure à celle que vous êtes en train de vivre, qui n'est qu'un compromis. C'est ça mon idée. J'explique ça à mes équipes, ils me passent par la fenêtre au bout de 3 minutes, ils ne veulent pas en entendre parler. Parce qu'ils ont eu peur. Ce n'était pas mon intention de leur faire peur, mon intention c'était de lancer ce défi qu'on le relève ensemble. Et eux, ils ont eu peur. Et j'ai fait des levées de fonds, je passe tout ça, j'ai tué mon ancien business. Celui-ci est arrivé, le produit est arrivé en réalité en fin 2020. Et pendant cette transformation de ma propre entreprise, je donnais aussi des cours depuis plus de 20 ans dans différents endroits, en Master 2, et en travaillant avec mes clients à peu près partout dans le monde, j'ai réalisé que notre société au sens large du terme n'était pas prête pour ces futurs-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne le voit pas trop, parce que on ne regarde pas de façon factuelle les enjeux, et ce qui fait que ça laisse de la place à un futur qui n'est pas forcément le plus sympa. Et moi, je l'ai vécu comme une mission. J'avais la mission, pour moi, d'informer le plus grand nombre de ce qui était en train de se jouer, parce que j'avais un petit temps d'avance au regard de cette expérience. Et j'ai organisé la fusion de mon entreprise avec une autre entreprise pour pouvoir sortir. Et j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle The Next Mind, c'est celle avec laquelle j'interviens aujourd'hui. Et on travaille principalement auprès des entreprises. Pourquoi ? Pour les préparer au futur, et qu'elles se préparent au futur. Alors pourquoi les entreprises et pas le grand public ? Pourquoi pas l'administration, les politiques ? Bien tout simplement parce que l'entreprise, elle n'a pas le choix, elle doit évoluer, sinon elle meurt. C'est du darwinisme très primaire. Nous, en tant que citoyens, on ne change pas finalement. Alors, on sait qu'on devrait changer sur plein de choses, on ne change pas. Les politiques, on leur reproche beaucoup de choses, mais c'est nous qui les élisons, ils sont juste notre miroir. Donc, l'entreprise, elle n'a pas le choix. Donc, je dis, le facteur de changement, il va passer par l'entreprise. Et pour finir ma présentation, j'adore écrire. Pour moi, ça a toujours été un vrai plaisir. Et j'avais écrit en 2016 un premier livre qui s'appelait Mon directeur marketing sur un algorithme. Autant vous dire qu'en 2016, il a été extrêmement bien perçu par cet environnement. Je me suis juste trompé de 10 ans, dans les faits. Mais c'est en train de se passer aujourd'hui. Et depuis, je publie régulièrement des livres comme ceux que vous voyez là. Et plus récemment, c'est le premier tome d'une série de mangas pour expliquer les enjeux aux ados. Tout ce que vous allez voir là, vous le recevrez par email. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder tout ça. Et sachez aussi que si ça vous intéresse, j'édite une newsletter qui s'appelle Métamorphose, tous les mardis, qui parle du futur, qui explique les futurs. On en parlait tout à l'heure. Et un des articles de la semaine prochaine, ça c'est un titre un peu provocateur, c'est « Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'écrire pour les humains ?» C'est une question, non ? Allez, pour continuer, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, revenons à ce que c'est que l'intelligence. Il y a plein de façons de définir l'intelligence. Il y a des gens qui ont fait des travaux. Alors certains, comme Howard Gardner, disent qu'il y a 9 intelligences, et comme les couleurs primaires, c'est les intelligences primaires, vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle est un regroupement de ces intelligences primaires.
D'autres disent qu'il y en a 6, d'autres 13. Regardons ces 9-là et regardons où est-ce qu'il y a là-dessus. Alors déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un faux ami dans les langues latines. Ça a été inventé par nos amis anglophones. Intelligence en anglais, ça veut dire connaissance. Donc déjà, si on dit ça, on voit, c'est pas les mêmes projections. Au demeurant, même si c'est connaissance, pourquoi je vous présente les intelligences humaines? Tout simplement parce que le Graal de toutes les boîtes qui font de la recherche là-dessus, c'est de déplacer l'intelligence humaine. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, forte. La singularité technologique, peu importe le nom, c'est de dépasser. Et donc tout le monde essaie de travailler là-dessus. Et ce que je vous propose de faire, c'est regarder rapidement où est-ce qu'on est l'IA sur chacune de ces intelligences. L'intelligence linguistique, l'IA, elle est bien meilleure que nous. Là-dessus, il n'y a plus de débat, c'est réglé. L'intelligence logico-mathématique, d'après vous, elle est bonne ou pas? Eh ben non, elle est vraiment pas bonne, même. C'est son point faible. Tiens, c'est bizarre, c'est des maths et elle est faible en logico-mathématiques. Mais les maths, c'est pas du logico-mathématiques, et vous verrez tout à l'heure comment on corrige ça, et que ça, c'est le gros facteur de progrès dans les mois et années à venir. Intelligence spatiale, ben oui, elle y est. Vous déplacez au fur et à mesure tous les objets autonomes, tous les robots autonomes, les voitures autonomes, l'aspirateur autonome, ils se déplacent. Donc on y est. L'intelligence intrapersonnelle, autrement dit, a-t-elle conscience d'elle-même? Là, il y a un oui. Non, vous dites non pour vous rassurer ou vous êtes convaincu? Alors, c'est pas un automate, c'est un probabiliste, mais elle n'a pas conscience quand même. Elle n'a pas conscience, d'accord? Par contre, les chercheurs n'imaginent pas dépasser ou se rapprocher de l'intelligence humaine sans une forme de conscience. Je dis bien une forme de conscience. Donc, il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Ensuite, vous avez l'intelligence interpersonnelle. Est-ce qu'elle y est là-dessus? Oui? Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent à l'oral? Qui s'est déjà fait coacher par de l'IA? Oui? Alors? Ça s'est pas vu. Alors, je vais vous faire une petite démo. Salut. Salut Stéphane, je suis là. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Je reste fidèle à mon style habituel et je vais pas me laisser... Je suis à Casablanca en train de parler de toi à des personnes. Eh bien, pas de souci. Je suis là pour ça. On peut continuer tranquillement comme d'habitude. Je vais simplement rester moi-même et t'aider au mieux. Alors tu fais attention à ce que tu dis parce que tu es écouté, tout le monde t'écoute. Ah, entendu. Je vais faire bien attention. On garde ça pro et tout en simplicité. Donc pas d'inquiétude. Je vais rester sur une ligne toute naturelle. Dis-moi, tu me connais pas mal professionnellement maintenant. J'ai commencé effectivement à bien te connaître peut-être. C'est vrai. On a déjà pas mal échangé. Quels sont les deux biais cognitifs auxquels je dois prêter le plus d'attention? Bien sûr. Alors, si on reste dans le cadre professionnel, je dirais que deux biais cognitifs qui méritent vraiment ton attention seraient le biais de confirmation, c'est-à-dire la tendance à privilégier les infos qui... Et le deuxième? Déjà. Oui, exactement. Donc, en gros, c'est toujours utile de garder un œil sur ce genre de... Non, le deuxième. Donne-moi le deuxième. Bien sûr. Le deuxième que je te recommanderais de surveiller, c'est le biais d'ancrage. En gros, c'est cette tendance à se laisser trop influencer Ok. par les premières informations. Alors, vous êtes d'accord pour que je passe en mode vidéo pour vous montrer d'autres choses? Absolument. Non, c'était pas pour toi. Ah, d'accord. Je te présente la salle. Eh bien, enchanté tout le monde. Je vois une belle petite assemblée. Tout le monde a l'air bien attentif. Dis-moi, qu'est-ce qui est écrit là? Vous avez des questions? Oui, je vois ce que tu affiches. On dirait que tu présentes les différentes formes d'intelligence selon Howard Gardner. C'est un sujet super intéressant. Et ça donne plein de perspectives différentes sur l'intelligence humaine. Et quelle est la quatrième? Alors, la quatrième, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est-à-dire la capacité à... Ok. Et d'après toi, qu'est-ce que c'est que ce panneau? Alors, de ce que je vois, c'est un panneau avec différents logos, probablement des partenaires ou des sponsors de l'événement. Donc, ça cadre bien avec le contexte professionnel et ça montre un peu qui soutient la conférence. Bon, j'arrête là.
Alors on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, vous comprenez, je peux par exemple préparer une conférence en la faisant, en lui demandant de me corriger, d'améliorer la compréhension, en lui expliquant qui est ma cible, je peux lui demander de jouer un rôle aussi, un rôle donné et pour m'entraîner. Vous voyez, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, sur l'intelligence interpersonnelle, c'est plutôt, ça progresse très fortement. Il y a deux métiers qui sont très menacés, les psys et les coachs. Alors vous allez me dire, mais jamais de la vie. Ben, les jeunes, ils ne se posent pas cette question. Ils le font. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, c'est le premier usage des plus jeunes. Oui. Exactement. Tout. Alors ensuite, vous avez l'intelligence corporelle kinesthésique, c'est l'intelligence du corps. Elle n'en a pas de corps, elle est immatérielle. Par contre, vous avez une fusion en ce moment, en tout cas de recherche, entre des boîtes de robotique et des boîtes d'IA, et ça fait faire des progrès très conséquents aux robots. L'intelligence musicale, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. L'intelligence naturaliste, à ne pas confondre avec autre chose. Là, l'IA, elle n'est pas très bonne, c'est savoir vivre en harmonie avec l'environnement. Alors, elle n'est pas très bonne, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question d'investissement. On préfère investir pour lui faire des vidéos, de la musique et autres, plutôt que nous aider à résoudre tout un tas de problèmes que nous avons. C'est juste le reflet de notre société, rien de plus. Et enfin, l'intelligence existentielle, philosophie, dépassement de soi, religion. Évidemment, elle n'a rien de tout ça par elle-même. Mais, par exemple, si vous voulez monter un business florissant, vous pouvez monter un business de gourou IA. Hein, secte. C'est facile à faire. Sachez qu'aujourd'hui, en 15 minutes, je peux refaire revivre virtuellement quelqu'un qui est décédé. Il suffit que j'ai des vidéos, des textes et de l'audio, c'est parti. Très facile. Ma compagne me quitte, je suis triste, hop, je fais un double d'elle. Le seul avantage, c'est que c'est moi qui choisis quand elle m'engueule. C'est tout. Et, petite expérience aussi, il y a les grandes religions qui se posent la question. L'année dernière, pendant l'été 2024, le clergé a amené une expérience dans une petite église près de Lausanne, où vous pouviez vous confesser auprès d'un avatar de Jésus. C'est le clergé qui fait ça. Vous voyez, le monde change fortement. Et dans ce cadre-là, je vous ai dit qu'elle n'était pas très bonne en maths. Alors, ça va être un peu compliqué de voir, mais je vais juste vous le dire. Ça, c'est des résultats au fur et à mesure en bas. C'est un test qui est fait sur une compilation de 8 évaluations assez complexes. Dedans, vous en avez qui sont liés au développement, à la connaissance, au raisonnement, à tout un tas de choses comme ça. Et ça vous permet de voir l'accélération et la vitesse à laquelle ça se passe. Puisque à gauche, on est en mai 2023 et on est en août 2025, tout à fait à droite. Et si vous voyez les stats qui sont donnés dans le tableau, le plus nul, c'est sur les maths, un test de maths où elle est qu'à 26%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors, pour que vous le sachiez pourquoi elles sont nulles, c'est tout simplement que ces grandes IA génératives, elles ont appris à partir de tout l'Internet public. Dans l'Internet public, vous n'aviez que du texte. Donc elle sait vous expliquer n'importe quelle théorie mathématique sans aucun problème. Mais est-ce qu'elle sait l'appliquer? Ben non, elle ne sait pas l'appliquer puisqu'elle n'a pas de données d'application. Je vous donne un exemple très concret. Vous allez comprendre. Si je lâche ça, il se passe quoi? Un bébé, il le fait une fois, il a compris la gravité, il trouve ça drôle, il va le faire 1 million de fois. Ça, c'est un bébé. Une IA, au départ, si elle avait juste les données d'Internet, sans rien de plus, si je lui avais dit au départ, je lâche, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Alors, elle ne sait pas dire je ne sais pas. Elle donne toujours la réponse la plus probable. Donc, elle leur dit, le plus probablement, c'est que ça ne bouge pas. Oui, elle n'a pas de données, elle ne le voit pas, elle n'a jamais eu d'expérience, on voit ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner 1 million de fois des exemples où quand on lâche, ça tombe, pour que la réponse la plus probable à ma question, si je lâche, il se passe quoi? Elle dit, ça tombe. Il n'y a pas de logique derrière. Ce n'est qu'un modèle de probabilité. Comprenez ça. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la différence fondamentale entre les humains et l'IA. Un humain, il apprend très très vite, mais les moyens sur l'infini. Alors il y en a qui vont dire, non, moi je suis super fort en maths. Bah, désolé, vous êtes juste un peu au-dessus de la moyenne. Il y en a qui vont dire, mais je suis complètement nul en maths. Non, bah, vous êtes juste en dessous de la moyenne. On apprend très vite. Une IA, elle apprend très très lentement. Mais alors quand elle a appris, pouf, elle nous dépasse. Mais avant qu'elle soit performante sur l'infini de ce que nous savons faire, eh bien, il va en falloir du temps, parce qu'il faut beaucoup de données, beaucoup de calculs et beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas demain. Quand vous entendez certaines personnes comme Salman Khan ou autres vous dire « Ah, mais l'intelligence artificielle générale, elle arrive dans les 2-3 années », en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la définition, elle était au plafond, et ils l'ont ramenée là.
Donc oui, elle arrive à ce niveau-là. Les chercheurs, il y a un consensus pour dire que ça sera d'ici 30 à 50 ans. Alors 30 à 50 ans, c'est demain, mais c'est pas dans 2 ans, dans 3 ans. Ça n'empêche pas qu'il faut se préparer. Il ne suffit pas d'attendre qu'elle nous dépasse pour que ça soit là. Il faut se préparer à son avancée progressive. Et pour arriver à des IA de telle qualité, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'algorithmie. Le deuxième, c'est la capacité de calcul, le cloud computing. Le troisième, c'est la data. Et derrière ça, vous avez des dépendances. Pour les algos, eh bien, non seulement il faut des très bonnes ressources humaines, très particulières. Vous avez peut-être entendu que Meta a embauché, c'est comme du mercato de foot, pour 200 millions, 18 personnes. Comme au foot. C'est les mêmes salaires qu'au foot aujourd'hui pour ces stars-là. Et il leur faut des bonnes IA, parce que les IA aujourd'hui aident tous les chercheurs à travailler. Il n'y a plus d'innovation sans IA. Il y a des nouveaux médicaments qui sont trouvés par l'IA, il y a des nouveaux alliages qui sont trouvés par l'IA, il y a plein de choses qui sont trouvées par l'IA. Donc c'est une alchimie entre humain et IA, systématiquement. Pour avoir les bonnes personnes, vous avez compris qu'il faut avoir des sous. Avec ces sous, je peux acheter aussi la capacité à faire du calcul. Je vais acheter l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce calcul. Je vais acheter des éléments en réseau qui vont permettre de faire circuler l'information partout dans le monde. Et enfin, l'autre facteur qui peut tout changer, c'est la législation, qui peut avoir un impact sur les réseaux, sur la capacité de calcul et sur les données. Une fois que vous voyez ça, vous comprenez que les pays ne sont pas sur un terrain d'égalité dans le monde. Évidemment, il y a un pays qui a beaucoup d'avantages, les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont de l'énergie pas chère, d'où le drill baby drill de notre ami Donald Trump. Ils installent 70% de l'investissement en cloud computing, c'est 70% de l'investissement mondial qui est aux États-Unis aujourd'hui, 70%. Et enfin de la data, merci nous tous avec Facebook, Instagram et ainsi de suite. Google a énormément de données, tout le monde a beaucoup de données. L'autre champion, il est de l'autre côté, il s'appelle la Chine. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des ressources humaines, c'est les meilleures et les plus nombreuses ressources humaines sur l'IA au monde. Ils ont une capacité de cloud computing qui est moindre, par contre. Et sur la data, 1,3 milliard de personnes qui fabriquent de la data homogène. Personne dans le monde n'a ça. Et une fois que vous avez ces deux gros pôles, vous allez avoir des petits spots particuliers. Par exemple, le Moyen-Orient peut être un spot très particulier du fait de l'énergie pas chère. L'Inde n'a aucune chance dans cette course-là, parce qu'ils n'ont que la partie du haut. Vous voyez? Et donc, on voit tout de suite se dessiner des grandes dominations du futur. Si maintenant on fait un petit peu d'histoire, l'IA générative, pour le grand public, on l'a découverte en 2022. Merci les photos de Macron, du pape en doudoune et tous ces trucs-là. Vous vous rappelez ça? 2022, c'était il y a 3 millénaires, la vitesse à laquelle ça va. On est au début de l'accélération. Il faut comprendre que là, ça part à une vitesse complètement folle. C'est une histoire qui, en réalité, a commencé en 2018. Google avait toute la techno pour lancer ça. Ils se sont dit, ouh, mais si on lance ça, on tue notre modèle publicitaire. Donc, ils ont décidé de ne pas le faire. OpenAI, maison mère de ChatGPT, l'a lancé. Et au fur et à mesure, vous voyez le nombre de paramètres. Il faut imaginer le cockpit d'un avion avec tout un tas de choses. Évidemment, quand il y a plus de 1500 milliards de paramètres, il n'y a aucun humain qui gère ça. Il faut comprendre la complexité. Ça, c'est le modèle américain. Plus je suis gros, plus je suis costaud, plus je suis musclé, eh bien, plus ça va être difficile de me déloger. Et aujourd'hui, dans ce modèle-là, si vous n'avez pas 10 à 15 milliards de dollars, vous oubliez, vous n'existez plus. Alors, vous connaissez ChatGPT d'OpenAI, vous connaissez certainement Gemini de Google, vous connaissez peut-être Claude d'Anthropic, Mistral, le français européen. Copilot, c'est Microsoft sur une techno bridée de ChatGPT 4.0. Donc, c'est pas terrible. DeepSeek, le chinois, je vais revenir là-dessus. Vous connaissez peut-être Grok d'Elon Musk. Vous connaissez LLaMA de Meta. Celui-là, vous n'en entendez pas trop parler parce qu'il n'est pas visible comme ça. Et Mistral et LLaMA ont une particularité, c'est qu'ils font aussi ce qu'on appelle du weight source. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des IA pré-entraînées parce que ça coûte entre 50 à 100 millions de dollars d'entraîner une IA. Ça coûte très très cher. Ils le font, ils vous le proposent, vous ajoutez vos propres données dedans chez vous et ça devient votre IA à vous. Votre LLM, on dit Large Language Modeling. Et ce modèle-là, c'est le modèle de l'Occident. Il n'y a plus qu'un Européen, Mistral, et sachez que Mistral est en train de négocier son rachat par Apple. Apple qui est complètement en retard, et Apple est en train de racheter
Mistral est en train de racheter Perplexity, pour rattraper leur retard. Et les Chinois sont arrivés. Au début, en Chine, il y avait un écosystème assez riche chez eux, ils gardaient tout chez eux, et tout d'un coup, ils ont décidé de le mettre à disposition du reste du monde. Alors, c'est notre version, c'est pas la même version que celle en Chine, c'est notre version. Et le premier qui est arrivé, c'est DeepSeek. Maintenant, vous avez Qwen, vous en avez tout un tas d'autres qui sont là aujourd'hui. Tout le monde, je reviens en arrière, j'ai oublié de dire, tout le monde perd de l'argent ici et ne peut savoir qu'en faire. Il n'y a pas une entreprise qui gagne de l'argent là. Le symbole, c'est le premier, OpenAI. OpenAI, cette année, c'est 11 milliards de revenus pour 3000 personnes pour 7 milliards de pertes. C'est pas mal, 3000 personnes, 18 milliards de coûts. Alors, qu'est-ce qui coûte cher? Ce qui coûte cher, c'est le cloud computing, c'est la capacité de calcul. Et pourquoi ça coûte cher, la capacité de calcul? Eh bien, il faut comprendre cette chaîne-là. Là, tout le monde gagne de l'argent. Ça commence par les terres rares. Vous savez tous ce que c'est les terres rares. Je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est bon? Les terres rares, il y en a un peu partout dans le monde. Elles ne sont pas rares, elles sont juste diffuses. Et une fois qu'elles sont extraites, il faut les raffiner. Il y a un pays qui a dit, moi je prends, parce que personne ne voulait ça, parce que c'est une industrie qui est vraiment pas propre. Et aujourd'hui, la Chine raffine 85% des terres rares et elle a 100% du marché des terres rares lourdes, les aimants par exemple. C'est la raison pour laquelle, quand Donald Trump a mis des droits de douane, la Chine, ils ont coupé l'exportation. Et donc, tous les industriels américains ont dit à Donald Trump, bah là, faut y aller. Il est allé, vous vous rappelez de cette histoire, et quand ils se sont mis d'accord, la Chine a attendu 3 semaines avant de commencer à réexporter, juste pour leur dire, vous ne faites pas ça une deuxième fois. Et le message est assez bien passé. Et donc, une fois que ces terres rares sont extraites, il faut fabriquer. Pour fabriquer, il faut des gens qui designent des puces très particulières. Le leader, c'est NVIDIA, première capitalisation boursière au monde. Il y a 5 ans, il faisait 11 milliards de dollars. 4 ans, il faisait 11 milliards de dollars. Et cette année, c'est ça, de chiffre d'affaires. Cette année, ils vont faire 200 milliards, 4 ans après, avec 50% de marge. C'est-à-dire qu'ils font 200 milliards de chiffre d'affaires, ils gagnent 100 milliards de bénéfices. Pas mal ça, non? Ça fait rêver, hein? Et il faut des machines particulières. Le leader, c'est un Néerlandais qui s'appelle ASML. Et des usines très particulières. Le leader, c'est TSMC, qui est un Taïwanais. Alors, sachez que NVIDIA plus ASML plus TSMC, ils ont 85% du marché des puces à valeur ajoutée sur l'IA. Donc, vous voyez que c'est une chaîne de valeur extrêmement fragile dans les faits. Là, on fabrique chez TSMC des puces qui font 2 nanomètres. Chaque puce coûte 30 000 $. Vous voulez être sérieux, il en faut au moins 30 000 pour jouer. Sinon, au revoir. Donc, il faut 900 millions, vous avez tous fait le calcul. Et donc, qui a de l'argent pour acheter tout ça? Eh bien, Google, Microsoft avec Azure, Amazon avec AWS, qui eux le prennent pour eux et le proposent comme outil pour faire du cloud computing que vous allez acheter. Et XAI, Elon Musk et Meta le gardent pour eux. Donc, en haut, là, eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Les 18 milliards de coûts dont je parlais tout à l'heure pour OpenAI, ben, il y en a 14 qui vont chez Microsoft Azure. C'est pas mal ça, comme business aussi. Alors évidemment, pour simplifier la donne, ce qu'ont dit les États-Unis avec le soutien des Japonais et des Européens, ah non, on ne va pas donner ça à la Chine. Ok. Donc la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué un écosystème concurrent. Et aujourd'hui, elles ne font pas 2 nanomètres, elles font 7 nanomètres. Et c'est la raison pour laquelle, comme ils ne disposaient pas de la puissance de calcul, donc la musculature, si je garde mon exemple dont je parlais tout à l'heure des Américains, ils ont travaillé sur l'agilité. Et c'est pour ça que c'est eux, sans surprise, qui ont sorti des modèles différents avec DeepSeek, Qwen et ainsi de suite. L'embargo a fabriqué un nouveau modèle, un autre modèle. Et si jamais nos amis chinois envahissent Taïwan, tout le monde tous, sauf la Chine, parce qu'ils ont un écosystème résilient à côté. Vous voyez, très fragile. Alors tout ça, ça conduit à des progrès complètement fous. À gauche, je vous présente les nouveaux mannequins de Mango. C'est plus des mannequins humains, ce sont des mannequins IA. Alors ils ont dit que c'était dégradant d'utiliser le corps des humains pour faire ça. C'est drôle. Tout en gardant les mêmes stéréotypes. Non. Okay. Alors certains vont dire, mais au niveau de l'empreinte carbone, quand même, c'est vraiment pas bien. Mais en réalité, c'est beaucoup moins que d'envoyer 50 personnes faire un shooting en Namibie. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. À droite, je vous présente Mia Zelou. Mia Zelou, c'est une influenceuse en vogue en ce moment. Elle a un succès fou. C'est une IA, elle n'existe pas. Vous
Vous la voyez tout à gauche, elle était assise dans le public lors de la finale de Wimbledon. Elle n'existe pas. Et pourtant, elle a une influence très forte. Alors, ça existe aussi en vidéo, vous en avez vu certaines. Le meilleur des outils s'appelle VO3. Je vais vous passer juste 2 publicités. C'est 100% faite par de l'IA. Cette première, elle est passée pendant les finales NBA de basket américain. Vous allez voir. Tout est fait. We're in Florida asking people what they put their money on. I'm all in on OKC. Indiana got Pour une entreprise où vous pouvez parier sur tout et n'importe quoi. I think we'll hit $20. How many hurricanes do you think we'll have this year? Kalshi lets you legally. Et là, beaucoup plus sympa, c'est une pub pour une marque de boisson qui s'appelle Liquid Death. C'est de l'eau pétillante. Good afternoon, son. Want to take a guess why I pulled you over? Oh, it's not what you think. It's Liquid Death. There's sparkling mountain water. Wow, you weren't kidding. That is refreshing. But it's not why I pulled you over. Oh boy. Is it the busted taillight? Nuh-uh. Is it because of the license plate? Nope. Shit, man, it's the dead guy, right? No, sir. Is it the human trafficking, perhaps? Nuh-uh. Man, is it the truck thing? I don't think so. Well, what is it then? The robbery? No. The bumper sticker? No, it's the roadkill, isn't it? Haven't heard of it. The chemical waste? Nuh-uh. Is it the roller coaster seat? Is it the cult thing? Absolutely not. Hell no. All right, I give up. What is it? It's because it's your birthday. Happy birthday, Kevin. Dad, you remembered. Happy birthday to you. You're the best dad ever. Happy birthday to you. Tout a été fait 100% par l'IA, y compris les voix. Alors, oui. Du prompt, oui. Ah ben il faut... alors, moi je vais le dire autrement. Moi je suis nul en vidéo, par exemple. Donc j'en fais pas, je l'ai fait 2 fois, j'ai compris que j'étais nul. Donc je le fais plus parce que je fais que de l'empreinte carbone, parce que tout ce que je vais faire, je vais le jeter. Après, ça nécessite un certain talent. C'est un vrai talent. Vous voyez ? Alors tout à l'heure, on va voir si vous êtes bon pour détecter si c'est du vrai ou du faux. Alors j'ai besoin d'un porte-parole qui va décider pour les autres, sinon c'est pas gérable. Parce que vous n'allez pas être d'accord. Didier ? Qui est Didier ? Alors déjà, juste pour commencer, on va voir des textes. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, je le mets en grand. Ou je peux le lire si vous voulez. L'ivrogne. Il ne bougeait plus, ahuri de peur, éperdu dans une épouvante du diable, des revenants de toutes les choses mystérieuses des ténèbres. Et il attendit longtemps sans oser faire un mouvement. Mais comme il vit que rien ne remuait plus, un peu de raison lui revint, de la raison trouble de Pochard, et il s'assit tout doucement. Il attendit encore longtemps, et s'enhardissant enfin, il prononça. « Mélina !» Sa femme ne répondit pas. Alors il se leva, et dans un élan de courage, il ouvrit la porte. « Ya ou pas ya ?» Ah, vous n'êtes pas d'accord, c'est bizarre ça. Ah, c'est pour ça que j'ai dit un porte-parole, c'est pas grave. Alors, Didier, c'est ya ou pas ya? Authentique. Eh bien, c'était authentique. L'étoile sur le givre. Dans la datcha du docteur Mikhailov, on parlait encore de lui. Gagarine, l'homme aux yeux bleus comme le frère sibérien, le premier à avoir vu la Terre entière depuis l'homme. Il est revenu vivant, et cela dans un pays où on ne revient pas toujours. Alors, c'est d'IA ou pas d'IA? Didier? IA? Eh ben non. Non, c'était l'IA. Le damné de Cayenne. Ben voilà. Il s'appelait Jean-Baptiste Lemoine, ou peut-être ne s'appelait-il plus. Son nom était effacé sur les registres, comme la pluie efface l'encre des lettres d'amour. Condamné pour avoir volé du pain pour sa sœur et ses 3 enfants, il avait traversé l'océan enchaîné, jeté dans l'enfer vert de Cayenne. Pas l'IA? Donc authentique? Eh ben non, c'était l'IA. Donc vous voyez, c'est pas simple en réalité. Hein. On va voir si vous êtes meilleur sur les images. Alors les images, ça c'est de l'IA ou pas? Authentique? Bravo. Ça. Ouais, vous êtes tous d'accord, hein? Eh ben non, c'est authentique. Ça.
IA. Ah. Bon, j'entends plus d'IA. Eh ben, c'était authentique. Ça. Authentique. C'était l'IA. Elle. Elle est authentique, c'est pas possible. Elle est authentique ou IA? Alors, IA, c'était de l'IA. Vous voyez, pas simple, hein? Et pour les chansons, je passe rapidement là, pour les chansons. Ah ben, c'est pas ça, les chansons. Ça, c'est un outil qui s'appelle Suno. Alors, le son n'est pas très fort, donc si vous m'entendez au fond, est-ce que vous pouvez mettre le son un peu plus fort? À Suno, il y a des versions gratuites où c'est pas forcément très très bien, et il y a des versions payantes où le niveau est au-dessus. Et surtout, quand vous créez quelque chose, ça devient votre propriété, donc vous pouvez gagner de l'argent en le mettant sur les plateformes directement. Alors là, je vais vous passer une chanson que j'ai écrite, vous voyez, je suis gonflé. Hein. L'IA l'a écrite, la musique a été faite par écrit, tout a été fait par écrit. Je lui ai juste donné la thématique de la chanson. Alors écoutez. Alors il y a des problèmes sur les autres. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai dit. Non mais là, si vous écoutez bien, c'est vraiment de plus en plus compliqué de faire ça, de trouver la différence. Donc vous voyez, le monde, encore une fois, change très vite, et il en est de même pour les vidéos, évidemment. Alors tout à l'heure, je vous parlais des principaux usages, vous vous rappelez? Eh bien là, vous avez la différentielle entre les principaux usages entre 2024 et 2025. Le premier usage en 2024, c'était de générer des idées. Le deuxième, c'était la thérapie et l'accompagnement. Okay. Le troisième, c'est de faire des recherches spécifiques et d'éditer des textes. En 2025, premier, c'est la thérapie et l'accompagnement. Le deuxième, c'est organiser sa vie. Le troisième, c'est trouver de nouvelles choses à faire, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi l'IA, finalement, pour tout le monde? Meilleur ami coach. Ben oui, c'est un compagnon. Et les jeunes l'utilisent à fond, comme ça. À fond. Vous voyez? Et il y a une autre chose qui est intéressante à regarder. Si vous regardez ici le 5, générer du code, il augmente fortement parce qu'en effet, ça a un impact direct sur les métiers du développement informatique à l'IA et très rapidement. Il y a une cannibalisation qui s'opère. Je reviendrai là-dessus. Ah ben, c'est totalement différent. Ça n'a strictement rien à voir. Non, il y a la logique, mais tu cherches à faire quelque chose. Tu pars d'un besoin, d'un cahier des charges, tu veux faire quelque chose. La logico-mathématique, juste pour illustrer mon propos, si je vous pose la question suivante. Sophie a 2 sœurs et un frère. Combien de sœurs a le frère? Ben vous, c'est super facile. Très bien. Ben, sachez qu'il y a 6 mois, toutes les IA disaient 2. Parce que c'est un modèle de probabilité. C'est pas un modèle déterministe. C'est pas un modèle juste. Alors, il se trouve que le coder, c'est quoi? C'est du langage. Oui, puis c'est du langage surtout. N'oubliez pas, c'est une langue, le codage. Et donc, ces IA-là ont appris, elles sont très très bonnes en langue. Quand vous voulez vous exprimer pour dire quelque chose, et quand vous voulez coder pour faire quelque chose, en réalité, c'est la même chose. Pour un algorithme. Par contre, réfléchir de façon logique avec des choses plus complexes, ça marche pas avec la probabilité, ça. C'est pour ça que certainement que le futur, il sera pas là. Le futur, ça sera des IA déterministes, mais pour ça, il faut des révolutions technologiques comme l'informatique quantique et ainsi de suite. Quand vous faites un prompt, juste pour que vous compreniez, il y a 7 étapes. La première, vous faites votre demande. La deuxième, c'est qu'il y a surtout de la lématisation. La lématisation, c'est qu'on garde la racine du mot. C'est la raison pour laquelle quand vous faites des fautes d'orthographe et ainsi de suite, ça change strictement rien. Tant que votre faute d'orthographe ne change pas le lemme. Ensuite, il y a la tokenisation. C'est le principe de fonctionnement de ces IA-là. C'est qu'on va transformer le mot en petites entités. C'est ce que vous voyez en bas. Okay. Dans ces petites entités, il faut savoir qu'une IA, elle a une capacité maximale à prendre en compte
Par exemple, si vous utilisiez GPT-4o, hein, et vous lui mettez des documents de plus de 50 pages, ça ne servait à rien. Vous saviez ça? Ben, il y a peu de personnes qui le savaient. Donc il y a beaucoup de personnes qui mettaient 100 pages, et je leur posais toujours la question, et alors, vous êtes content de la synthèse? Ah, c'était génial. Mais vous avez lu le document avant? Bah non. Bah, comment vous voulez savoir que c'est bien? Après, si je l'ai lu, j'ai pas besoin de lire pour faire la synthèse non plus. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir bien utiliser. Pour savoir bien utiliser, il faut connaître les limites. Alors aujourd'hui, ça considère augmenter, on peut aller beaucoup plus loin. Une fois qu'elle a fait ça, ça permet de faire des vecteurs mathématiques, je vous passe les détails, qui vont permettre d'aller comparer par rapport à la base d'apprentissage. Okay. Qu'est-ce qu'elle sait? Et l'IA, elle ne peut que répondre la réponse la plus probable. Et c'est pour ça qu'il y a la phase de décodage, où là, elle va faire la réponse en fonction de la probabilité, en fonction de ce que vous avez demandé. Donc très souvent, par rapport à ça, c'est important de comprendre qu'on dit que l'IA, c'est un appauvrissement du langage, et ainsi de suite. Au contraire, plus vous savez manier la langue, plus vous êtes précis, plus vous savez vous exprimer, plus vous aurez des résultats de qualité. Plus vous êtes vague, plus vous laissez l'IA décider à votre place. C'est ça qui se passe. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça. Et enfin, la réponse est générée. Si je dis pour un enfant de 7 ans ou pour un chercheur, c'est qu'à la fin que c'est généré. Nous, c'est pas comme ça. Si je dis expliquer quelque chose à un enfant de 7 ans, vous allez le mettre dans la peau de l'enfant de 7 ans dès le début. Là, c'est le même traitement chercheur ou enfant, mais c'est qu'à la fin qu'on va changer la façon dont c'est écrit. Ok pour vous? Donc vous êtes acteur sur deux choses. La qualité de votre prompt, vous l'avez compris, mais également sur la base d'entraînement, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les IA, vous pouvez lui dire, va voir ce site internet, prends ces fichiers-là en considération, et ainsi de suite. Donc vous êtes acteur pour améliorer les choses. Alors, la problématique de la confidentialité. Si vous utilisez des IA gratuites, oui, tout ce que vous faites nourrit le système. Alors, non. Alors, si c'est les versions standalone que vous avez, il faut bien les cocher. La petite coche qui dit que ça n'apprend pas. Si vous utilisez des versions entreprises, par défaut, ça n'apprend rien. OK? Il n'y a pas d'IA sans data, vous le comprenez bien. Merci pour la question, on avait révisé ensemble tout à l'heure. Et sachez que par rapport à l'origine, il y a un gros sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 ans, c'était 100% des données qui étaient fabriquées par les humains. En ce magnifique jour, il y a à peu près entre 55 et 60% des données qui arrivent sur Internet ce jour-là, en disponibilité, qui sont fabriquées par de l'IA. L'humanité devient minoritaire dans la fabrication des données. Et les IA apprennent à partir de ce qu'elles font, avec déjà nous on racontait des bêtises, mais comme on ne sait pas trop utiliser l'IA, on fabrique encore plus de bêtises, ou volontairement on fabrique des bêtises, ça s'appelle l'intoxication de l'IA. Et il y a un pays qui est champion du monde dans la matière, c'est la Russie, pour intoxiquer les IA et que les idées pro-russes soient diffusées dans les IA. C'est comme ça que ça se passe. Les données, elles sont biaisées. Je viens de vous donner un exemple de biais, mais si personne n'avait ajouté ce qu'on appelle l'éthique de l'IA, c'est une surcouche où l'entreprise qui l'édite va décider, eh bien, elle serait toute sexiste, par exemple. Pourquoi? Parce que les données sont sexistes. Vous voyez, donc on va ajouter une surcouche pour empêcher qu'elle soit sexiste. Comment ça se fait? Ça se fait par du renforcement. C'est-à-dire que vous avez des IA ou des humains qui regardent au fur et à mesure, qui testent, ils font oui c'est ok ou non c'est pas ok. Au bout d'un moment, l'IA a parfaitement compris ce que c'était le sexisme selon l'entreprise, et donc c'est impossible de lui faire prêter des propos sexistes. Sauf si vous allez sur Grok d'Elon Musk, là il n'y a aucun problème, vous pouvez lui faire prêter des propos sexistes, parce qu'il n'a pas la même éthique que les autres, cette IA-là. Vous voyez? Et ces gens-là qui font ça, on appelle ça des dresseurs ou des dresseuses d'IA. Alors c'est vrai à $2 par jour au Sénégal, en Tanzanie, au Kenya ou en Inde, mais si je veux une IA très très bonne en astrophysique, je fais appel à vous dans la salle là? Non. Donc là, je vais payer 100, 200, 300, $400 l'heure sur des métiers très particuliers. Mais dès que l'IA a appris, je vous dis au revoir. Je n'ai plus besoin de vous. Donc c'est des métiers de court terme. Vous voyez? Donc ça, c'est important de comprendre que c'est un bon moyen d'avancer. Et souvent, on dit que c'est la pensée unique et l'appauvrissement. Oui, si on l'utilise comme des idiots. Il se trouve qu'à 99,9%, on l'utilise comme des idiots. Et les jeunes l'utilisent particulièrement comme des idiots. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette dimension critique. Ça va tellement vite. Vous voyez, il y a une telle illusion de rapidité, de compétence, on a l'impression qu'on est ridiculement pas intelligent à côté de ce truc et autres, c'est qu'on abandonne. Et ça, c'est catastrophique pour nous tous, en tant qu'individus, en tant qu'humanité collectivement, et dans les entreprises, vous avez le même problème. Et au passage, si vous n'avez pas accepté que l'IA soit dans vos entreprises, sachez que alors je connais pas les stats pour le Maroc, mais en Europe et aux États-Unis, c'est 40% des personnes qui n'ont pas le droit d'utiliser l'IA qui utilisent quand même l'IA.
Vous avez vu, je peux faire avec la vidéo, une photo et autres. Donc vos données, elles fuitent, elles sortent tout le temps. Donc, il est plus qu'urgent de mettre une charte de bonne conduite dans l'IA et d'ouvrir les possibilités dans les entreprises. Sinon, vos données, elles s'en vont. Et enfin, c'est de la compétition, la data. Pour ces grands groupes, ça en est, mais pour vous aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir inventer de nouvelles propositions de valeur. C'est pas que la compétitivité. Comment je peux inventer de nouvelles propositions de valeur? Il faut que j'ai des données différentes des autres. Si j'ai les mêmes données que les autres, ça marche pas. Donc il y a un enjeu, ou alors vous devenez totalement dépendant d'un tiers qui va vous fournir les données dont vous avez besoin. Si vous avez de la souveraineté, il va falloir s'occuper de ça. Les futurs possibles, très rapidement, évidemment les méthodes mathématiques, vous avez compris qu'elles sont limitées, je vous l'ai expliqué. Et donc, de fait, il y a beaucoup de recherches là-dessus. C'est pas gagné. Le raisonnement mathématique, il va augmenter très fortement. Ça va faire un gain potentiel très fort. La robotique, j'en ai parlé. Le modèle économique où tout le monde perd de l'argent, ça va pas durer ad vitam aeternam. Deux façons de faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, on est moyens sur l'infini. Vous vous rappelez? Mais l'IA, elle est très très bonne sur des tâches. Eh bien, l'intérêt de ces boîtes, c'est de fabriquer des IA très bonnes sur des tâches et de faire de la taylorisation du travail, que par tâche. Comme ça, elle vous dit, non, attends, là, moi je suis plus fort que toi. Tu gagnes 2 heures, 2 heures, ça coûte $200. Ça coûte $200 par mois, et c'est 2 heures par jour. C'est comme ça qu'ils font. Ok. Donc là, vous allez avoir des premières IA développeurs informatiques top pour $1000 par mois. Des équipes de recherche à $30 000 par mois. Salesforce a annoncé hier qu'il licenciait la moitié des personnes qui s'occupent d'aider les clients, parce que l'IA le fait mieux que les humains. 4000 personnes. Mais dans 1 an et demi, il n'y aura plus personne. Vous voyez ? Et enfin, l'hybridation biologique, juste pour que vous le sachiez, les petites puces dans le cerveau, ça arrive, c'est pas que pour des raisons médicales, parce que le simple fait de l'accepter pour des raisons médicales, ça veut dire qu'on accepte pour tout à fait autre chose, et ça ne sera pas les mêmes façons de faire dans tous les pays. Donc là aussi, ça va poser pas mal de sujets. Tout ça n'est pas écrit, loin de là. Si on n'a plus assez de terres rares, plus assez de puces, évidemment, ça marche pas, vous comprenez bien. S'il n'y a plus assez de données, ça marche pas. Alors, les données, ça va créer un nouveau marché, parce que l'endroit où il y a le plus de données, c'est là-dedans. Donc, on viendra acheter vos données, acheter vos pensées à un moment ou à un autre. La régulation peut tout changer. Évidemment, s'il n'y a plus d'argent pour financer ça, ça marche pas. On peut se dire, globalement, on ne veut pas de ce futur-là. Bon, ça, j'y crois plus du tout. La géopolitique, je vous l'ai dit, la Chine envahit Taïwan. Oups, ça change pas mal. Elles sont toujours de meilleure qualité. Et après, il y a la problématique énergétique et environnementale. Alors, juste pour que vous réalisiez ce que ça veut dire en termes de croissance de demande, vous avez en bleu les serveurs traditionnels et en orange la prévision de demande, et c'est plutôt vers le haut qu'on va en termes de besoins. Aujourd'hui, l'IA, c'est 2% de l'énergie mondiale. Ça va s'accélérer fortement. Donc évidemment, la demande, le prix de l'énergie, ça va être compliqué. Alors ces grands groupes ont compris, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils deviennent énergéticiens pour ne plus être tributaires du marché. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent le faire. Et encore une fois, l'énergie, c'est au cœur de la souveraineté. Je vous l'ai dit en introduction, il y a plein de pays qui ne pourront pas suivre cette révolution-là parce qu'elles n'ont pas d'énergie, ou l'énergie n'est pas suffisamment bon marché pour être compétitif. N'oubliez pas, sans réseau, ça ne marche pas. Et il y a la puissance de calcul aussi, avec des révolutions. Je passe rapidement, l'informatique quantique qui commence à arriver. Il y a aussi des puces biologiques, il y a des processeurs photoniques basés sur la lumière. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Quand? Combien d'énergie pour faire ça? Quel coût? Pas d'interrogation. Sachez que sur l'informatique quantique, les deux leaders, il y en a un qui s'appelle Google et l'autre, c'est un pays qui s'appelle la Chine. Donc on retrouve toujours cette ambivalence. On dit souvent que c'est une révolution technologique, mais vous comprenez qu'elle est avant tout sociétale, cette révolution. Et dans ce cadre-là, le travail va évoluer. Alors là, vous avez des robots, c'est le même, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu en prendre un, qui s'appelle le Figure, qui sont augmentés par de l'IA. En haut à gauche, vous le voyez dans des usines BMW, où ils sont 2 par poste, il y en a un qui se recharge pendant que l'autre travaille, 7/7, 24/24, et ils sont mis sur des chaînes de montage qui étaient encore réservées à des humains, parce que ça demandait de l'attention, de la précision, de la prise de décision. Et ça marche très très bien. En bas, c'est exactement les mêmes, en bas à droite. Cette fois-ci, on les a mis dans une cuisine, on leur apporte des objets qu'ils ne connaissent pas, ils doivent le ranger dans la cuisine. Donc ça veut dire qu'ils vont chercher sur Internet ce que c'est. Et ils doivent pas le droit de bouger, donc il faut qu'ils se synchronisent. Ben là, vous le voyez, ils sont en train de se passer un objet. Donc il faut qu'ils communiquent et qu'il y ait un échange physique. Alors pour l'instant, ils sont extrêmement lents et il y a toujours ce souci de la recharge. La Chine a lancé un robot où il a une grosse batterie, une petite. Quand il arrive au bout, il arrive, il enlève la grosse, il la met, il en reprend une qui était en train de recharger, il reprend celle qui est chargée, il se la met, et il continue.
Oui, donc, ils deviennent totalement autonomes. Et plus, ce qu'il faut comprendre, vous l'avez compris, plus j'ai de données, plus je suis pertinent. Plus il y a de robots comme ça, plus ils captent de la donnée, plus ils deviennent forts, plus ils progressent. Vous avez en bas à gauche des robots qui ont été commandés par Amazon massivement aux États-Unis pour remplacer les humains dans les entrepôts. Alors pourquoi ils ressemblent tous à des humains? Pourquoi c'est des humanoïdes? Alors certains vont me dire, ah, c'est parce que l'environnement est fait pour les humains. Non, celui de gauche dans l'entrepôt, s'il avait 2 bras de plus, il pouvait porter et faire du picking en même temps. Comment? Là, c'est pas l'IA, c'est les humains qui leur donnaient cette forme. Parce que si on demande justement à un IA de construire le robot le plus optimum, ça ressemble absolument pas à un humain. Et il y a un endroit très particulier qui s'appelle le terrain militaire, où tous les robots guerriers, ils ressemblent absolument pas à des humains. Tiens donc. Donc c'est pas l'IA, c'est un choix de l'humanité de faire ça. Il y a un autre biais, c'est qu'on considère qu'on est au top du top de l'évolution, il n'y a rien de mieux que nous. Et le Graal, c'est de dépasser ce qu'il y a de mieux. Biais qui est très installé dans l'humanité. Et enfin, en haut à droite, c'est Caterpillar. Aujourd'hui, quand vous achetez un engin, vous achetez la console de jeu qui va avec. Ça veut dire que le marché est mondial. Quelqu'un au Japon peut piloter un engin qui est là-bas. Les constructeurs de camions travaillent exactement même techno. Je vais pouvoir avoir un chauffeur de camion à Casablanca qui va pouvoir conduire un camion au Chili, celui qui l'est permis. Oui. C'est déjà valable pour la médecine, ça vous le savez. Là, vous avez les lunettes sont l'écran, vous voyez tout ça dès que vous mettez les lunettes. Et il y a tellement d'informations que si vous n'êtes pas aidé par l'IA, on ne peut pas. Donc vous voyez, c'est une espèce de circuit où on fabrique des technologies qui sont incroyables, mais vous ne pouvez pas les utiliser sans IA. Donc vous devenez dépendant de l'IA. Et en bas à gauche, vous me retrouvez là. Ouais, c'est ChatGPT qui a fait ça et je lui ai demandé de créer des petits assistants autour de moi. Ça, c'est juste pour vous comprendre comment le travail va se changer. Aujourd'hui, si vous travaillez avec moi, vous ne travaillez pas qu'avec moi, vous travaillez avec 72 assistants et moi. 72 assistants IA. Vous ne les trouverez pas ailleurs, ces assistants, parce qu'ils sont liés à mon expérience, à mon histoire, aux expériences que j'ai avec mes clients divers et variés. Donc, ils ne sont pas sur le marché. Donc, si vous voulez travailler avec moi demain, il va falloir me faire passer un entretien et faire passer un entretien avec 72. Si vous m'embauchez, bien contractuellement, il va falloir gérer qui est la propriété, le droit, le machin, les données et ainsi de suite. Et si je vous dis au revoir, mais je repars avec mes 72. Voilà la nouvelle entité. C'est plus une personne seule, c'est une personne augmentée. C'est pas la science-fiction, on y arrive. Si une entreprise travaille avec moi, c'est parce que j'ai plein de raccourcis, plein de choses qui vont plus loin, plein de choses que les IA font que je suis incapable de faire. Ou alors dans des temps très très courts. Vous voyez ? Et pour aller encore plus loin, la prochaine révolution, elle est liée à ce petit objet. C'est que dès l'année prochaine, vous allez avoir, alors sur des téléphones un peu chers au départ, des puces suffisamment puissantes pour avoir de l'IA en local. Là-dessus, il y a tout, on sait tout de vous. Il y a plein de données uniques. Donc je vais pouvoir fabriquer, grâce à tout ce que je fais avec mon téléphone, fabriquer des doubles numériques de moi. Alors, pas totaux, mais partiellement. Par exemple, à titre personnel, le jour où j'ai une IA qui permet de gérer ma relation bancaire, je la prends tout de suite. Un conseiller m'appelle, dit attendez, je vous passe mon IA, de toute façon c'est elle qui va prendre les décisions. 30% de nos achats seront faits comme ça en 2030. Ça s'accélère très très vite. B2C, B2B, ça change en rien. Alors pourquoi ça s'accélère? Eh bien, aux États-Unis, il y a Amazon et OpenAI qui ont lancé un premier compagnon achat. Donc vous définissez exactement ce que vous voulez et ainsi de suite. Elle va acheter pour vous. Visa a autorisé les IA à avoir des cartes bancaires. Ben oui, il faut qu'elle fasse les courses jusqu'au bout quand même. Vous comprenez bien. Et Mastercard va suivre et puis c'est parti. Et plus elles vont le faire, plus il y aura de l'expérience. Donc ça veut dire que vous, par exemple, entreprise, il va falloir demain communiquer avec des IA et des humains. Vous ne communiquez pas du tout de la même manière. Et si vous répondez à des appels d'offres, vous allez vite voir les premiers appels d'offres complètement faits par l'IA et c'est une IA qui va dépouiller l'appel d'offres. Et là, il vaut mieux se faire aider d'une IA pour répondre pour qu'une IA, vous ayez plus de chance. Si c'est vous qui le faites, vous avez peu de chances de gagner. Vous voyez comment le monde change à une vitesse incroyable? Là, je vous ai mis plein d'usages, vous le récupérez dans les slides, facile à faire dans l'entreprise, dans le cas de l'entreprise. Et je vais juste vous montrer très rapidement une IA en particulier qui est absolument incroyable. Vous la connaissez peut-être,
qui s'appelle Notebook LM. Est-ce que certains connaissent Notebook LM? Alors Notebook LM, c'est un trésor de Google. Vous, la particularité, c'est que vous lui mettez à peu près, vous pouvez mettre jusqu'à 300 sources différentes. Des sites internet, des vidéos, du texte, des fichiers, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir après discuter que dans cet écosystème-là. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller ailleurs que cet écosystème-là. Et une fois que vous avez discuté, vous pouvez fabriquer, je vais vous montrer ça rapidement, parce qu'on n'est pas obligé de discuter pour aller jusqu'au bout. Je vais montrer celle-là. Vous avez la possibilité, ici, ça c'est une des newsletters que j'avais écrit. Vous avez la possibilité de faire des rapports, donc vous cliquez juste, des cartes mentales, des résumés audio, des résumés vidéo. Et on a vraiment l'impression, alors j'ai pas choisi la bonne, je reviens en arrière. Celle-là. Voilà. Là, je vous montre, écoutez la voix, on dirait une émission de radio. Je vais expliquer. Bienvenue. L'intelligence artificielle, elle est vraiment partout. Parfois, on s'en rend compte. Vous avez ce qu'il y a derrière. La technologie, la géopolitique et surtout l'impact sur notre façon de travailler. Tout à fait. Et cette idée de Toffler est clé. Apprendre, désapprendre, réapprendre. Oui, donc elle prend ce que j'ai écrit et elle va le structurer comme il faut pour un podcast. Alors là, si vous lisez mon texte, ça prend à peu près 10 minutes. Et elle fait un échange comme ça entre deux personnes de 5 minutes. Sans problème. Vous voyez ? Sans problème. Oui. C'est quoi, qu'est-ce que vous dites quand vous dites modèle d'IA, ça veut dire quoi? Oui, parce que Notebook LM ne peut pas prendre MATLAB dedans. Ça n'a pas de sens. En réalité, ce qu'il faut que vous donniez, c'est du contenu. Que du contenu. Ok ? Voilà, vous mettez les liens et ainsi de suite, des vidéos, de conférences, de tout ce que vous voulez, des documents que vous avez, et à ce moment-là, vous pouvez lui faire travailler là-dessus. Alors attention, elle fera pas de maths, elle fera rien de tout ça, elle fera pas de modélisation, elle fera rien de tout ça, elle ne fera qu'expliquer ce qu'il y a dedans. Ok ? Notebook LM, c'est que ça, que l'explication, et rien d'autre. Alors, si c'est ce qu'il y a dans la vidéo, en réalité, elle va faire une présentation, mais toujours au même format, et c'est pareil, vous avez les slides qui passent, et il y a des personnes qui expliquent au fur et à mesure, c'est totalement bluffant. Et c'est d'une clarté que nous, on n'a pas. On n'a pas ça. Enfin, je ne peux pas vous le montrer parce que là, j'ai que des clients. Alors oui, alors c'est pas là dans tous les cas ça va pas être de l'interactif, c'est-à-dire que vous allez par exemple créer de façon audio ou de façon visuelle la synthèse de 5 ou 10 ou 20 minutes de tout ce que vous avez fait sans aucun problème. Et finalement vous allez donner tous vos slides comme d'habitude, le livret et ainsi de suite, et vous leur donnez ça. Et dans les faits, pour la mémorisation, ça c'est nettement supérieur. Ouais. C'est vraiment que ça aujourd'hui Notebook LM, ça fait rien d'autre. Ok ? Mais ça le fait très très bien. Et surtout, l'avantage, c'est que quand vous utilisez des autres IA, elle va travailler automatiquement sur sa base d'apprentissage, tout le temps. C'est très compliqué de les restreindre. Notebook LM est pensé justement pour restreindre simplement les informations que vous lui avez données. Donc, oui. Ah. Alors, c'est la course, en effet. C'est la course là-dessus. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand je disais que les données, c'est aussi pour eux un champ de bataille incroyable, évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes avantages. Meta, Google ont un avantage incroyable. Demain, Apple aura un avantage incroyable parce qu'ils ont plein de données que les autres n'ont pas. Vous voyez ? Et par exemple, OpenAI qui n'a pas cet avantage-là, eux, comme ils ont quand même de l'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des données dans le monde entier. Et par exemple, vous avez plein de grands médias dans le monde qui leur vendent toutes leurs données. Le Financial Times vend toutes ses données à OpenAI. Le groupe Le Monde en France vend toutes ses données à OpenAI. Donc il y a un nouveau business qui consiste à être fournisseur de données à valeur ajoutée pour l'apprentissage des IA.
c'est valable à titre individuel, c'est pour ça dresseur ou dresseuse d'IA, mais c'est aussi valable sur certains positionnements d'entreprise. Mais il y en a qui ont beaucoup de chance, il y en a d'autres qui ont beaucoup moins de chance par rapport à ça, selon ce que vous faites. Okay. Et demain, on va avoir des entreprises qui vont se créer où l'expérimentation, la chaîne de construction de valeur et ainsi de suite n'est qu'un alibi pour fabriquer des données pour les vendre aux IA. Vous voyez, si on tire la ficelle jusqu'au bout. Ok. Ah pardon, j'ai pas expliqué ça, je reviens. Sachez que faire des prompts, c'est vraiment le b.a.-ba de l'IA. Vous avez ce qu'on appelle les GPT ou les GEM, ça ce sont des petites IA qui font toujours la même chose. Moi j'en ai une par exemple qui s'appelle Écrit comme Stéphane. Je lui ai donné 200 pages de ce que je considère être mes meilleurs écrits. Elle écrit comme moi. Moi 3 mois après, je sais plus si c'est elle ou moi qui a écrit parce que ça se ressemble, c'est complètement fou. Vous voyez ? Donc ça, elle est dédiée à ça. Et c'est là où j'en ai pas mal autour de moi et c'est ça qui va me permettre d'aider. Alors j'en ai une comme ça, mais j'en ai surtout pour faire des réflexions sur le futur, challenger mes idées, avoir des personnels qui me donnent leur avis sur tout un tas de choses. Vous pouvez aller un peu plus loin avec les assistants où là vous allez complètement automatiser un certain nombre de choses. Donc ça peut être des chaînes de valeur comme de la publication sur des réseaux sociaux ou autres, tout va se faire automatiquement, vous n'avez plus rien à faire. Ça c'est le niveau assistant. Les RAG, c'est quand vous prenez des weight sources, comme je vous l'ai dit, vous les mettez dans vos écosystèmes avec vos propres données. Vous avez les termes à la mode en ce moment, c'est agent et IA agentique. Le terme agent, ça veut dire que c'est une IA qui va tout faire toute seule comme une grande, elle n'a besoin de personne d'autre. Donc là, on est complètement dans l'autonomisation. Et elle va capter des données par elle-même. Et surtout, les deux choses qui accélèrent ça, c'est un protocole qui s'appelle MCP, c'est un protocole maintenant qui est à l'échelle mondiale, de communication entre des IA et des systèmes opérants. Alors j'ai parlé pour certains, si par exemple vous utilisez ChatGPT, vous pouvez aller taper directement dans HubSpot par un protocole MCP. Et donc, ce qui fait que de l'IA, elle pourra accéder à tous vos systèmes opérants, vous pouvez lui faire des choses. Par exemple, moi je peux lui dire, regarde si demain à 18h je suis libre, si oui, envoie une invitation à Mathieu avec tel objet et dedans tu joins ce fichier-là. Et tu mets un petit mot sympa, c'est sympa. Et je lui dis à l'oral, elle va tout faire, j'ai strictement rien à faire. Voilà, par exemple. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que demain, il n'y aura qu'une seule IA? Non, il n'y aura pas qu'une seule IA, il y aura de la compétition. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'acteurs? Non, il n'y aura pas beaucoup d'acteurs. Vous allez avoir des gros acteurs comme ça, et après, vous allez avoir des IA spécialisés. Et il n'y aura pas 50 millions de gros acteurs. Et le dernier, c'est Agent to Agent, ça s'est inventé par Google. C'est justement, comme je vous l'ai dit, les agents sont totalement autonomes, donc il faut qu'ils arrivent à apprendre entre eux, indépendamment de qui l'a construit. Et avec ça, c'est un protocole d'échange, ce qui fait qu'ils vont pouvoir travailler selon des modèles de société, d'organisation de société ou autres, pour pouvoir apprendre par eux-mêmes, développer par eux-mêmes, se mettre d'accord par eux-mêmes, se co-enrichir au fur et à mesure des expériences qu'ils font. Là, on en est à ce niveau-là de technologie. Et donc là, vous comprenez bien que dans plein d'exemples, on n'a plus besoin de l'humain. Alors n'oubliez pas, dans ce monde-là, que si vous pensez que productivité, ça ne va pas marcher. Pensez bien augmentation de proposition de valeur. C'est ça la clé de votre compétitivité demain. Hein, j'insiste là-dessus parce que c'est la clé pour le succès des entreprises. Si vous raisonnez que productivité, ça va mal se passer, obligatoirement. Et en termes de formation, ça vient de stats qui viennent du World Economic Forum qui fait une grosse enquête qui s'appelle Future of Jobs tous les 5 ans. Coup de bol, c'est sorti en janvier 2025. Vous voyez, d'ici 2030, 41% des personnes n'ont pas besoin de formation dédiée à l'IA. Donc vous comprenez bien que si je suis plombier, plutôt tranquille. Il y en a 29%, il faut les former, les perfectionner parce que leur métier aura totalement changé. Par contre, c'est plus une formation tous les 2 ans, c'est une formation continue. Donc il faut arrêter de croire que c'est l'entreprise ou les gouvernements qui vont nous former. C'est à chacun d'entre nous de nous former au fur et à mesure parce que ça va très très vite. 19%, il faut non seulement les former, mais il faut les mettre ailleurs parce que leur métier aura disparu. Alors attention, lapsus, on dit souvent que l'IA cannibalise les jobs. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IA cannibalise des tâches. Il se trouve qu'il y a des personnes dont beaucoup de tâches sont cannibalisées par l'IA, d'où l'impact sur les jobs. Mais prenez-le par la tâche, ça vous permet de comprendre qu'absolument tout le monde dans cette salle est touché par ça. Vous allez vite le voir. Et enfin 11%, formation nécessaire mais non accessible. Ben oui, c'est lié à des ruptures technologiques qu'aujourd'hui on n'imagine même pas, donc la formation elle risque pas d'être là. Mais c'est pas grave parce que le jour où ça sort,
eh bien c'est tous ceux qui ont appris à travailler par eux-mêmes, se débrouiller et autres, qui s'en sortiront les premiers. Ceux qui attendent s'en sortiront pas. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Il faut comprendre que l'IA, elle change beaucoup de choses, mais elle crée énormément de possibilités. Alors, grosso modo, à titre individuel, on a deux possibilités. Soit on regarde derrière, et on voit tout ce qui change, soit on regarde devant, et on voit tout ce qui s'ouvre. À chacun de choisir son chemin. Okay, mais c'est important de le comprendre comme ça. Vous vous rappelez de lui? Dans le premier, il dit n'envoyez jamais un humain faire le travail d'une machine. Alors je réponds hop, on peut réfléchir quand même. C'est un peu catégorique ça. Alors je vous invite, quand vous allez utiliser l'IA pour une tâche, à vous poser une question. Est-ce que si je ne fais plus cette tâche, je perds mon expertise? Si la réponse est non, utilisez l'IA, pas de sujet. Et si la réponse est oui, eh bien vous allez quand même utiliser l'IA. Un petit peu, vous allez monter un peu le curseur d'usage. Pourquoi? Parce que si vous le laissez à zéro, vous ne changerez pas. Vous n'allez pas vous développer, vous resterez scotché dans ce que vous savez. Vous n'allez pas vous remettre en mouvement. Si vous le montez un peu, obligatoirement, ça va vous obliger à développer d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on se met dans ce train qui consiste à évoluer tout le temps. Okay, je vous donne deux exemples personnels. Je vous l'ai dit, j'ai une IA qui écrit comme moi. En réalité, elle fait à peu près 20 à 25% de mes écrits. Dans mes newsletters, par exemple, il y a à peu près 20 à 25% de sujets, je les maîtrise totalement, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est cela que je donne à l'IA parce que je ne vais rien apprendre. Je ne vais pas réfléchir, je n'ai pas besoin, donc je délègue. Les autres où je dois réfléchir, penser et autres, je les garde pour moi, parce que le simple fait de faire ce travail-là, ça me fait rentrer tout ça là-dedans, et c'est pour ça que je peux raconter des choses, des chiffres, des machins, des histoires, essayer d'imaginer d'autres choses. C'est comme ça, c'est grâce à ça. Ma veille, c'est l'inverse, c'est 80% fait par l'IA, 20% par moi. Pourquoi par mois? Parce que ça change tellement vite que je me dis il faut toujours que je sache le faire dans les changements. Puis j'adore découvrir des choses par hasard. Donc je garde ce plaisir-là. Et il y a d'autres choses, c'est 100% l'IA parce que c'est inaccessible pour moi dans tous les cas. C'est pas possible. Ou alors il me faudrait 3 jours, 1 mois, 2 mois, alors que je peux avoir les choses en 5 minutes. Ben ceux-là, je les fais par l'IA. Mais par contre, je récupère les résultats et je vais développer autre chose à partir de ça. Je l'ai dit, je le redis, n'oubliez pas, c'est une métamorphose collective. Ça touche absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et avec l'IA, on repart beaucoup de zéro. Alors parmi vous, il y a peut-être des entrepreneurs, des entreprises qui sont dans des métiers qu'on appelle d'OPEX. C'est-à-dire, pas besoin de gros investissements, par opposition au CAPEX. Quand on est dans un métier de CAPEX, ben on est plutôt protégé, parce qu'il faut quand même le cash pour pouvoir lancer l'activité, acheter le matériel qu'il faut, et ainsi de suite. Quand on est dans le métier d'OPEX, eh bien, on peut être disrupté à une vitesse complètement folle. Et c'est important de comprendre ce qui se passe. Je vais vous donner, je vais illustrer, je pourrais prendre n'importe quel métier, je vais le faire par les experts comptables, cabinet d'expertise comptable. Si vous demandez à un expert comptable, alors l'IA, il va dire, c'est génial l'IA, on va se débarrasser de toutes les tâches à faible valeur ajoutée dans le cabinet, et ça va nous permettre d'avoir des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ok, super, beau discours. Vous posez 2 questions. Première, parce que tout le monde dans le cabinet peut faire des tâches à plus forte valeur ajoutée? Et là, ils vont vous répondre non. Pourquoi vous n'en avez pas parlé avant de ça? Donc, vous acceptez de fait que ça ne soit pas pour tout le monde. Deuxième question, plus vicieuse. Est-ce que vous pensez que les entreprises, vos clients, sont d'accord pour payer plus cher un service dont ils n'ont pas besoin, et pire que ça, ce que vous leur offrez, ils pourraient l'avoir par l'IA? Et là, ils baissent la tête. Donc arrêtez, vous comprenez qu'ils sont dans l'illusion. Le métier qu'ils ont est un métier qui va chuter très fortement. Alors il y en a qui l'ont compris, il y en a qui font l'autruche. Ceux qui l'ont compris sont en train de travailler à quoi? À de nouveaux métiers pour se préparer à ça. J'aurais pu prendre des exemples à peu près partout. C'est pour ça que je dis attention, on repart beaucoup de zéro dans pas mal d'endroits. C'est vrai aussi pour les graphistes ou autres. Il y a plein de... Avant, il fallait un diplôme. Aujourd'hui, il faut du talent et savoir utiliser. Ça suffit. Pas besoin d'école. Vous voyez, c'est des nouveaux modèles de compétition. Et dans ce cadre-là, on a très souvent envie de savoir ce qui va se passer dans le futur. Ben, allez jouer au loto si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le futur. C'est totalement imprévisible et on n'a jamais eu une époque aussi imprévisible. En ce moment, c'est quand même amusant que tous les matins, quand on se lève, la première chose qu'on fait, c'est quels sont les tweets de notre ami Donald Trump. Et tous les jours, ça change.
Vous voyez? On est dans une instabilité totale. Et encore une fois, il suffit de petites choses. Vous avez vu la preuve de force de la Chine. Peut-être qu'on verra demain. Mais donc on peut le regretter, ça, ou on peut se dire, c'est comme ça, c'est à moi de m'adapter. Et pour s'adapter, je vous invite, non pas là, mais plus tard, à réfléchir, et c'est valable à titre individuel aussi, à plutôt qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 10 prochaines années. Et ça vous donne un socle, une colonne vertébrale sur laquelle vous allez pouvoir construire. Alors je vous donne 2 exemples. Un acteur de la grande distrib en France a dit, mais nous, une des choses qui ne va pas changer, c'est que les humains vont devoir manger. Quoi et comment, ça peut changer. Ils vont devoir manger. Une banque a dit, nous, que nos clients soient des IA ou des humains, peu importe, on se doit d'être proche de nos clients. Et vous imaginez l'acceptation du changement dans ces phrases-là? Mais il y a une dimension proactive sur laquelle on peut construire quelque chose, indépendamment de tout ce qu'on ne sait pas. Hein, ça, c'est vraiment important à comprendre. On aurait pu parler, puisqu'on parle d'IA, de plein de choses complètement folles. On aurait pu parler d'immortalité, de transhumanisme, de pouvoir parler avec des animaux. Tout ça arrive. Ça change tout dans le futur. Ça sera peut-être pour une autre fois. Et si vous devez garder 5 choses de ce temps qu'on a passé ensemble, la première, évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'on n'a pas trop le choix, il va falloir collaborer avec l'IA. Alors il va y avoir un mouvement économique où il y aura zéro tech. 0,5, 1, 10% de l'économie, j'en sais pas. Mais vous pouvez vous inscrire là-dedans, pas de problème. Si vous ne vous inscrivez pas là-dedans, ne serait-ce que pour une problématique de compétition, vous n'avez pas le choix de collaborer avec l'IA. Je dis bien collaborer, j'ai pas dit utiliser. Ouais, pas du tout pareil. Le mot est choisi à bon escient. Et pour que ça se passe bien, le maître mot, vous avez compris, c'est désapprendre. J'en ajoute un. Être critique. Ce n'est qu'un modèle de probabilité. Et rien d'autre. Utilisez ce défaut. Ne lui prêtez pas des comportements humains. Elle n'est pas humaine. Si vous voulez ressembler à une IA, vous avez perdu. Si vous voulez vous différencier par votre humanité et utiliser l'IA en complémentarité, vous avez gagné. Ok? Ça, c'est vraiment clé. Et c'est pour ça qu'il faut absolument valoriser les qualités humaines. C'est notre différence. Et il va falloir aussi vous organiser différemment dans le travail. Vous allez avoir des collègues IA. Ceux qui sont managers, vous allez manager des IA et des humains. Il va y avoir des chefs de projet IA. Il va y avoir des managers IA qui vont manager des équipes humaines. Vous allez voir dans votre comité de direction, si vous avez une IA au board, représentant les actionnaires, une IA. Tout ça, c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. C'est juste que c'est un tout petit peu. Mais je vous rappelle que ce tout petit peu fabrique quoi? De l'expérimentation. L'expérimentation, c'est de la donnée. La donnée, ça permet d'apprendre. Et hop, c'est parti. C'est ça qui est en train de se passer. Et le dernier, vive antifragile, concept emprunté à Nicolas Nassim Taleb, qui est un mathématicien et philosophe, celui qui a aussi parlé du signe noir, pour ceux qui connaissent. Eh bien, moi je le remets à ma sauce. Si vous pensez que vous êtes au top et que vous allez le rester, la réponse est non. Si vous pensez que vous êtes au top, vous avez certainement raison, parce que vous avez bossé, vous savez travailler, vous remettez en cause, vous avancez, vous avez plein de qualités, et vous mettez toute cette énergie positive à votre transformation continue demain, eh bien nul doute, les champions c'est vous. Merci.